Le sang ruisselait sur le parquet usé de mon appartement du Marais, et je sentais déjà le goût métallique de la mort sur ma langue quand la porte a cédé sous la botte de ces brutes. Ma fille, Élise, n'était pas là où elle n'avait jamais été là pour moi, pas vraiment, mais moi, Claire Duval, je l'étais, ligoté sur la chaise où il m'avait jeté comme un vulgaire sac poubelle. Et dans cet instant final, alors que le premier coup de couteau s'enfonçait dans mon ventre, j'ai compris, ce n'était pas un accident, c'était sa signature, gravée dans le mensonge qu'elle avait forgé en mon nom. La douleur n'était rien comparée à la trahison. Élise, ma propre chair, avait volé mon identité pour contracter ce prêt maudit de 900 000 € chez ces requins de la finance clandestine, des ombres qui hantaient les bas-fonds de Pigalle. Elle avait fui avec l'argent, direction les Lumières de Monaco, me laissant payer l'addition avec mon sang. Maman, c'est pour nous, avait-elle murmuré des mois plus tôt, ses yeux versis semblables aux miens brillants d'une fausse innocence. Mais maintenant, en crachant mon dernier souffle sur le sol froid, je voyais clair, elle m'avait sacrifié pour ses rêves de luxe, et ces hommes, envoyés par le syndicat du crime qui prêtait à taux usuraires, n'étaient que les exécuteurs de sa sentence. Puis, le néant. Et après le néant, un miracle ou une malédiction. J'ouvris les yeux non pas dans l'au-delà, mais dans mon lit, le même drap froissé imprégné de l'odeur de lavande de Provence que j'avais acheté au marché d'Aligre la veille. La date sur mon téléphone, le 15 juin 2023. 3 mois avant l'enfer. J'étais revenu. 30 ans de vie, de regrets et de solitude, effacés en un clin d'œil. Mon cœur battait la chamade, non de peur, mais d'une rage pure, viscérale. Élise allait payer. Pas avec des excuses larmoyantes, non. Avec la même monnaie, la ruine, la trahison, et peut-être, si le destin le voulait, le sang. Je me redressai d'un bond, les mains tremblantes. Le miroir de la chambre me renvoya mon reflet, moi, Claire, 47 ans, avec ses rides naissantes autour des yeux, ses cheveux châtains coupés au carré que je haïssais tant. Mais cette fois, mes yeux n'étaient plus lasses, ils brûlaient d'un feu que nul ne pourrait éteindre. Paris s'étalait sous ma fenêtre, la Seine paresseuse sous le soleil matinal, les klaxons lointains des boulevards. La ville de l'amour? Une farce. Pour moi, ce serait désormais le théâtre de la vengeance. Élise vivait encore avec moi à l'époque, dans cet appartement exigu que j'avais hérité de ma mère, un reliquat du XVIIIe siècle niché dans les ruelles tortueuses du Marais. Elle étudiait ou du moins le prétendait-elle à la Sorbonne, en arts plastiques, mais je savais déjà, grâce à mes souvenirs du futur, qu'elle passait ses nuits dans les clubs underground de Belleville, entourée de parasites qui la poussaient vers le gouffre. Je descendis à la cuisine, où le café percolait encore. Élise était là, affalée sur la table en formica ébréchée, son téléphone à la main, scrollant inlassablement des stories Instagram de sa kermesse et de cocktails au Plaza Athénée. « Bonjour, maman » marmonna-t-elle sans lever les yeux, sa voix traînante comme toujours après une nuit trop courte. Elle avait 22 ans, ce mélange toxique de beauté hérité de son père Ocelage qui nous avait abandonnés quand elle avait 5 ans et de mon entêtement stupide à l'avoir gardée, à lui pardonner tout. « Tu as bien dormi ?» ?»« Parfaitement, répondis-je, ma voix calme, presque chantante. Mais intérieurement, je bouillonnais. Je me rappelais ces textos codés, ces rendez-vous secrets avec ce conseiller financier qui n'était autre qu'un prêteur sur gages affilié à la mafia corse. Elle avait commencé à falsifier mes documents 3 semaines plus tôt, utilisant mon numéro de sécu, mon historique bancaire impeccable forgé par des années de labeur comme professeur de littérature au lycée Henri IV. 900 000 € pour financer son projet artistique, une galerie fictive à Montmartre, ou plutôt un trou noir pour ses addictions au jeu et à la cocaïne. Je posai une tasse de café devant elle, mes doigts effleurant les siens. Elle sursauta légèrement, surprise par cette tendresse inhabituelle. « Élise, ma chérie, on doit parler. De ton avenir. » Elle leva enfin les yeux, un sourcil arqué, ce tic qu'elle tenait de moi. « Quoi, encore tes leçons de morale ? J'ai un contrôle demain, laisse-moi tranquille. » « Non, ma fille. Cette fois, c'est toi qui vas m'écouter. » Je m'assis en face d'elle, croisant les bras. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. Un cauchemar, même. Je me voyais morte, ligotée dans cette cuisine, pendant que des hommes armés fouillaient l'appartement. Et toi? Toi, tu étais parti, avec une valise pleine d'argent qui ne t'appartenait pas. Ses pupilles se dilatèrent imperceptiblement. Bingo. Elle déglutit, forçant un rire. T'es bizarre ce matin, maman. Trop de vin rouge hier soir? Peut-être. Mais je savais. Et je commençais mon jeu.
Pas de confrontation brutale au non, la vengeance française est un art subtil, comme un Balzac ou un Zola qui dissèque l'âme avant de la lacérer. D'abord, l'observation. Je passais les jours suivants à la suivre discrètement, ses allers-retours à la bibliothèque de la Sorbonne, qui n'étaient que des alibis pour des cafés avec son ami Lucas, un escroc aux ongles rongés et au sourire carnassier. Lucas, le lien avec les prêteurs. Il lui avait promis la lune, un prêt rapide, sans paperasse, contre une garantie familiale. Et elle avait mordu à l'hameçon, forgeant ma signature sur un contrat digital que j'avais vu, dans ma vie précédente, tatoué sur les murs de ma mémoire. Le soir du 20 juin, je l'invitais à dîner au Petit Zinc, un bistrot cosy près de la place des Vosges. Les rembaumait le foie gras et le vin de Bourgogne. Élise s'habilla pour l'occasion en robe noire moulante, escarpin louboutin volé à une amie et pendant que nous sirotions nos apéritifs, je lâchai la première mèche. Élise, j'ai consulté mon relevé bancaire aujourd'hui. Il y a des mouvements étranges. Des virements vers une société écran, Arventure SARL. Ça te dit quelque chose? Elle blêmit, son verre tremblant contre ses lèvres. Non, rien du tout. Tu dois te tromper. Mais ses yeux fuyaient vers la sortie, comme un lapin pris dans les phares. Je souris, ce sourire de professeur qui sait que l'élève a copié. Vraiment? Parce que j'ai aussi appelé la banque. Et devinez quoi? Mon numéro de sécu a été utilisé pour une demande de prêt en ligne. 900 000 €, Élise. À ton nom. Non, au mien. Le silence s'abattit comme une guillotine. Elle murmura, « Maman, c'est pas ce que tu crois. C'est pour nous, pour une galerie. » Lucas dit que c'est légal, que... Je l'interrompis d'une main levée, ma voix basse, venimeuse. Lucas. Sera des goûts qui te murmurent des promesses à l'oreille dans les backrooms de Pigalle? Élise, tu me prends pour une idiote? J'ai élevé une fille, pas une voleuse. Les larmes coulèrent, théâtrales comme dans un mauvais mélodrame. Pardon, maman. Je te rembourserai. Je te le jure. Mais je voyais au-delà, dans ma vie passée, ses larmes avaient séché vite, et elle avait accéléré le processus en me dénonçant au créancier comme une folle qui refusait de payer. Non. Cette fois, je tiendrai les rênes. Les semaines suivantes furent un balai de mensonges et de manipulations. Je feignis la compréhension, d'accord, ma chérie. On va arranger ça ensemble. Mais d'abord, annule le prêt. Et dis adieu à Lucas. Elle hocha la tête, frénétique, et j'appelai un avocat non pas pour l'aider, mais pour creuser. Maître Lefebvre, un requin du barreau parisien que j'avais connu à travers des collègues, accepta de négocier avec la banque. En réalité, il bloqua le transfert, alertant discrètement les autorités sur la fraude. Élise paniqua, me suppliant, « Maman, ils vont me tuer si je ne paie pas. » Et là, dans l'ombre de notre salon éclairé par une lampe art déco, je murmurai, « C'est le risque du jeu, ma fille. Tu m'as déjà tué une fois. Cette fois, c'est ton tour d'avoir peur. » La tension montait comme une marée. Élise commença à s'effilocher, nuit blanche, dispute avec Lucas au téléphone, où je l'entendais hurler, « Claire c'est tout. On est foutu. » Je souris dans le noir, planifiant. Mon premier coup, infiltrer leur réseau. Grâce à mes souvenirs, je connaissais l'adresse du bureau des prêteurs, un bar miteux rue des Abbesses, tenu par un Corse nommé Vito Santini, le vrai cerveau. Vito, avec son accent chantant et ses cicatrices de couteau, dirigeait un empire souterrain de dettes qui rongeait les veines de Paris comme un cancer. Le 5 juillet, sous un ciel orageux qui faisait gronder la Seine, je me rendis là-bas. Vêtu d'un tailleur anonyme, j'entrai comme une cliente désespérée. J'ai entendu parler de prêts discrets, dis-je au barman, un malabar tatoué. Il ricana, me toisant. Pour qui? Pour ma fille. Elle a des dettes. Élise Duval. Les yeux du barman s'illuminèrent. Ah, la petite qui a signé pour sa mère. Problème de famille, hein? Je hochai la tête, feignant la honte. Dites à Vito que je veux renégocier. En personne. Vito me reçut dans l'arrière-salle, entouré de ses chiens de garde. Petit, bedonnant, avec une moustache à la de Gaulle et un regard de serpent. Madame Duval. Votre fille nous doit gros. 900 000. Intérêts inclus, on est à 1,2 million maintenant. Je m'assis, jambes croisées, comme si je négociais un contrat d'édition. Je sais. Et je paierai.
Mais pas pour elle. Pour moi. Donnez-moi des détails sur Élise. Tout. Il rit, un aboiement rauque. Pourquoi je ferais ça? Parce que, Vito, dans ma vie précédente, c'est toi qui as ordonné mon exécution. Tes hommes m'ont tailladé pendant qu'Élise filait en jet privé. Et maintenant, je suis ton karma. Parce que je vous offre une prime. 50 000 pour la localiser. Et je signe un nouveau prêt, pour un projet familial. Ses yeux s'étrécirent. L'avidité est le talon d'Achille des hommes comme lui. Il mordit. Et ainsi commença ma danse avec le diable. Vito me livra les preuves, les mets d'Élise, ses rendez-vous avec Lucas, même une vidéo d'elle signant le contrat dans un café de la rue Mouffetard, riant comme si c'était un jeu. Je l'ai copié sur une clé USB, le cœur serré non par la douleur, mais par une joie perverse. Ma propre fille, ma création, mon échec. Mais ce n'était que le début. La revanche ne se savoure pas en un jour, elle s'élabore comme un roman de Dumas, chapitre par chapitre, trahison par trahison. De retour à l'appartement, Élise m'attendait, les yeux rougis. Où étais-tu? J'ai appelé 20 fois. Je posai la clé sur la table, calmement. À régler tes conneries, Élise. Regarde ça. Elle brancha l'USB, et son monde s'effondra, ses mensonges à l'écran, sa voix suave promettant maman paiera tout. Elle s'effondra en sanglots. Comment? J'ai mes méthodes, répondis-je. Maintenant, écoute bien. Tu vas appeler Lucas. Lui dire que c'est fini. Et moi, je vais m'occuper de Vito. Ses yeux s'écarquillèrent. Vito? Le type du prêt? Maman, t'es folle. Ils sont dangereux. Dangereux? J'ai vu leur lame, Élise. J'ai senti leur acier froid. Moins que toi, lâchez-je. Et dans ce moment, je vis la fissure, la peur dans son regard, la première graine de son propre enfer. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions controversées. D'abord, je contactai la police. Pas pour Élise, non, ça aurait été trop facile, trop légal. Je dénonçai anonymement Lucas pour trafic de stupéfiants, utilisant des infos glanées de Vito. Une descente eut lieu le 12 juillet, Lucas arrêté à l'aube, menottes au poignet, criant son innocence dans le commissariat du 18e. Élise hurla au téléphone quand elle l'apprit, « C'est toi qui as fait ça. Tu me détestes. » Non, ma chérie, répondis-je doucement. Je t'aime assez pour te sauver de toi-même. Mais la sauver? Un mensonge. La vérité, c'était que je la poussais au bord du précipice. Vito, sentant le vent tourner, me pressa pour le paiement. Votre fille fuit, Madame Duval. On va la chercher. Parfait. Laissez-la courir. Le 18 juillet, Élise disparut. Un mot griffonné, pardon, maman. Je vais à Monaco régler ça. Comme dans ma vie passée. Mais cette fois, je la pistais via une app de tracking que j'avais installée sur son téléphone à un petit tour de mon passé de prof geek, fan de True Crime Podcast. Monaco. Les casinos étincelants, le bleu azur de la Méditerranée. J'arrivai le lendemain, logeant dans un hôtel modeste de Nice pour observer. Élise était là, perdant l'argent restant au Monte-Carlo, entourée de requins plus voraces que Vito. Je l'approchai un soir, dans le hall du casino, alors qu'elle sortait d'une partie de blackjack, défaite. Élise. Elle se figea, pâle comme un spectre. Maman? Qu'est-ce que tu fous ici? Je viens te chercher. Mais mes mots étaient du miel empoisonné. Nous dînâmes au café de Paris, sous les lustres de cristal. Elle déballa tout, ses dettes doublées, Lucas en tôle, Vito menaçant de régler le compte familial. Aide-moi, maman. S'il te plaît. Je feignis la compassion, signant même un chèque pour la sauver 20 000 euros, tiré de mes économies. Mais en réalité, c'était une amorce. J'avais déjà contacté Vito, elle est à Monaco. Prenez-la. Mais laissez-moi la sauver d'abord. Je paierai le reste. La nuit suivante, ils vinrent. 2 malabars corses, masqués, dans la chambre d'hôtel d'Élise au Métropole. Je les avais guidés, via un texto anonyme. Les cris résonnèrent dans le couloir, lâchez-moi. Maman. Mais maman n'était pas là. Pas encore. J'attendis en bas, dans le lobby, sirotant un pastis. Quand ils l'emmenèrent ligoter,
bâillonné Vito m'appela, c'est fait. Maintenant, payez, ou elle finit comme vous l'avez presque fait. Comme moi, demandai-je, feignant l'ignorance. Il rit. Votre fille nous a tout dit. Vous avez fouiné. Mais on s'en fout. L'argent d'abord. Erreur, Vito. Tu viens de signer ton arrêt. Le retour à Paris fut un calvaire pour elle. Ils la relâchèrent dans un entrepôt désaffecté de la banlieue, près de la Défense, après que j'eus négocié un délai. Élise revint brisée, des bleus sur les bras, les yeux hantés. Ils m'ont battu, maman. Pour toi. Parce que tu sais. Je la serrai dans mes bras, murmurant des mots doux. C'est fini. Je m'occupe de tout. Mais intérieurement, le plan se resserrait. La trahison d'Élise n'était que la surface, le vrai poison était Vito et son réseau, qui avaient détruit tant de vies comme la mienne. Et Élise? Elle était le catalyseur, mais aussi la victime collatérale de ma rage. Le climax approchait. Le 1er août, fête de la Madeleine, Paris bouillonnait de touristes et de feux d'artifice le long de la Seine. J'organisais la rencontre finale dans un loft abandonné du 13e arrondissement, un ancien atelier de la manufacture des Gobelins, imprégné d'odeurs de teinture et de poussière. Vito arriva avec ses hommes, Élise comme otage, menottée à une chaise rouillée. Madame Duval. L'argent? Je sortis une mallette vide, bien sûr. Pas d'argent, Vito. Mais une leçon. Ces hommes rirent, mais moi, je sortis l'enregistreur, des heures de conversation, de preuves de leurs extorsions, falsifications, même un meurtre non résolu d'un débiteur en 2022. J'avais tout compilé, aidé par Lefebvre et un hacker freelance contacté via le dark web, un risque controversé, mais nécessaire. Vous êtes fini, Vito. La police attend dehors. Interpol, même, pour vos liens avec la Corse. Le chaos explosa. Ces chiens se ruèrent, mais les sirènes hurlèrent déjà. Vito dégaina un pistolet, visant Élise. Salope! Tu nous as vendus? Non, Vito. Elle m'a vendu d'abord. Je bondis, attrapant une barre de fer rouillée au souvenir de mes lectures de Victor Hugo, où la révolte naît des ombres. Le coup partit, touchant mon épaule, une douleur lancinante. Mais Vito trébucha, et Élise, dans un sursaut d'instinct, cracha sur lui, c'est elle. C'est maman qui a tout manigancé. Twist. Ma propre fille, même au bord du gouffre, choisissait la survie en me trahissant à nouveau. Les flics irrompirent, Vito abattu d'une balle dans la jambe, ses hommes menottés. Élise hurla mon nom, mais pas en gratitude ou en accusation. Elle est folle. Elle voulait nous tuer tous. À l'hôpital, sous les néons blafards de la Pitié-Salpêtrière, je repris conscience avec une balle dans l'épaule et un procès en vue. Élise avait déformé l'histoire, j'étais la manipulatrice, la mère hystérique qui avait ourdi un plan machiavélique pour punir sa rébellion. Les médias s'emparèrent du scandale La professeure du Marais, vengeance familiale ou folie? Un feuilleton à la française, avec des bases enflammées sur France Inter. Mais dans la solitude de ma chambre, un sourire effleura mes lèvres. J'avais gagné. Vito pourrissait en tôle, son empire démantelé. Élise? Condamnée pour fraude, internée en hôpital psy pour troubles borderline, un destin pire que la mort pour une narcissique comme elle. Et moi? Libéré. La balle avait effleuré l'artère, mais pas la vie. La vraie mort avait été la première, et cette renaissance m'avait offert la justice. Pourtant, le twist final me hanta, en fouillant ses affaires, je trouvai une lettre, datée d'il y a des mois. Maman, si tu lis ça, c'est que j'ai tout gâché. Pardonne-moi. J'ai toujours su que tu m'aimais plus que tout. Mais j'ai eu peur. Peur? De moi? De l'amour que je lui avais donné, au prix de mon sang? Je déchirai la lettre. La vengeance est un poison lent, et le mien avait fini par me ronger. Paris continuait de vivre dehors, indifférente. La Seine coulait, les lumières de Notre-Dame scintillaient. J'étais vivante, mais seule. Était-ce une fin heureuse? Ou la BKCH ultime, punir l'autre pour découvrir que le monstre était en soi? Non, ce n'était pas la fin. Pas encore. Les jours suivant l'arrestation de Vito furent un brouillard de morphine et d'interrogatoire. Les flics du quai des Orfèvres, ces limiers en trench coat usés, me bombardaient de questions, pourquoi ne pas avoir appelé la police dès le début, Madame Duval? Parce que,
inspecteur, la loi est aveugle, mais la vengeance voit clair. Je leur servis une version édulcorée, la mère protectrice découvrant la fraude, tentant de négocier, piégée dans un guet-apens. Élise, de son côté, chantait une autre chanson, celle de la fille abusée par une mère possessive, jalouse de sa jeunesse. Les tabloïds adoraient, Libération titrait « Drame familial, la fille sacrifiée ou la mère vengeresse », avec ma photo floue tirée de l'annuaire du lycée. Mais sous les pansements, mon esprit bouillonnait. La lettre d'Élise n'était pas un repentir, c'était une arme, un dernier mensonge pour me hanter. J'avais fouillé plus profond pendant sa détention, son journal intime, caché sous une latte du parquet, révélait un abîme. Maman me regarde comme si j'étais son chef-d'œuvre raté. Elle m'étouffe avec son amour. Lucas dit que je dois m'enfuir, recommencer à zéro. Le prêt? C'est ma liberté. Liberté? À 900 000 €, payé par mon sang. Et plus loin, j'ai vu comment elle pleure la nuit, pour papa. Elle me hait en secret, parce que je lui rappelle lui. Mon ex-mari, ce fantôme alcoolique qui nous avait quittés pour une gamine de 20 ans à Lyon. Élise avait raison, je l'avais aimée à travers elle, et haï pour ça. La sortie de l'hôpital fut un retour au marais transformé. L'appartement, scellé par la police, puis le renfermé et les regrets. Je récurais chaque recoin, jetant ses vêtements ou ses robes volées, ses bijoux clinquant dans un sac poubelle que je fis brûler dans la cour intérieure, sous les yeux indifférents des chats errants. Paris, en août, était une fournaise, les Parisiens fuient vers Deauville, laissant la ville aux touristes et aux âmes perdues comme moi. Je marchais des heures le long des quais, le bras en écharpe, ressassant les décisions controversées qui m'avaient mené là. Avoir pactisé avec Vito? Un pacte faustien. Avoir laissé Élise se noyer dans sa propre merde? De la négligence criminelle. Mais chaque pas ravivait la flamme, elle m'avait tué. Littéralement. Un appel de Lefebvre brisa le silence, Claire, les charges contre Élise tiennent. Fraude à l'identité, complicité d'extorsion. Mais elle plaide la manipulation parentale. Son avocat est bon ou un requin de Nanterre. Et pour vous? On parle de complicité, vu vos contacts avec Santini. Complicité? Avec le diable corse? Je raccrochais, le cœur serré. La vengeance, cette muse capricieuse, se retournait contre son maître. Pourtant, un nouveau fil apparut. Dans les dossiers saisis chez Vito, un nom surgit, Antoine Moreau, le banquier légal qui avait validé le prêt initial via une succursale offshore à Genève. Antoine, un ancien condisciple de la Sorbonne, que j'avais croisé à des vernissages dans le 6e. Il avait fermé les yeux sur les irrégularités pour une commission juteuse, et Élise l'avait charmé lors d'un rendez-vous d'affaires arrosé de champagne d'Homme Pérignon. Le salaud. Un pilier de la bonne société parisienne, marié à une héritière du CAC 40, père de 2 enfants sages à Saint-Cloud. Parfait pour une chute. Je commençais par l'observer, dîner au Georges V, partie de golf au Golf National, et ces soirées privées où la finance se mélange à l'art comme de l'huile et du vinaigre. Le 10 août, je m'infiltrai à l'une d'elles, un gala pour la restauration de la Tour Eiffel, en robe vintage Chanel prêtée par une collègue. Antoine était là, bedonnant dans son smoking, flûte de veuve Clicquot à la main. Nos regards se croisèrent, il pâlit. Claire? Duval, c'est ça? La prof de lit? Oui, Antoine. Et toi, le sauveur des dettes familiales. Son sourire se figea. Nous nous isolâmes sur une terrasse surplombant les Champs-Élysées, les lumières de l'Arc de Triomphe scintillant comme des mensonges. Écoute, pour Élise. C'était une erreur. Une jeune fille impulsive. Impulsive? Elle avait scellé mon arrêt de mort. Erreur? Tu as vu les documents falsifiés et tu as signé. Pour 20% de commission, n'est-ce pas? Il transpirait, son col de chemise trop serré. Claire, on peut arranger ça. Je te fais un don pour ton lycée. Anonyme. Je ris, un rire amer comme l'absinthe. Non, Antoine. Tu vas confesser. À la justice. Où je balance les preuves au témet, tes transferts. Et ton épouse? Elle adore les scandales, hein. Il craqua le lendemain. Un mail anonyme à l'AMF, l'autorité des marchés, avec les pièces du puzzle. Antoine Moreau démissionna dans la honte, accusé de blanchiment. Le Monde en fit ses choux gras, le scandale du banquier de l'ombre. Sa femme le quitta, emportant les enfants et la moitié de la fortune.
Et Élise, apprenant ça en cellule, m'envoya une lettre, tu détruis tout, maman. Même ceux qui t'ont aidé. Tu es un monstre. Monstre? Peut-être. Mais la bête blessée est la plus féroce. La tension culmine à mi-septembre, quand le procès d'Élise s'ouvrit au palais de justice de l'île de la Cité. Paris bruissait d'automne, feuilles jaunies sur les berges, odeur de châtaigne grillée aux Tuileries. Je témoignais, la voix ferme, ma fille m'a trahi. Elle a volé mon identité pour un rêve égoïste. Mais je l'aime encore. Mensonge pieux. Les jurés, ces bourgeois du quartier latin, hochèrent la tête, émus. Élise, en tailleur gris, cheveux tirés, pleura, maman m'a forcé. Elle voulait me contrôler. Le juge, un vieux renard à la robe noire, fronça les sourcils. Le verdict, 5 ans ferme pour elle, dont 2 avec sursis pour bonne conduite. Pour moi, un non-lieu mes actions vues comme désespoir maternel. Mais le vrai twist vint après, en cellule, Élise tenta de se pendre avec un drap. Pas fatal, mais un cri d'agonie. Le psy du centre de détention m'appela, votre fille est brisée, madame. Elle parle de suicide, de haine envers vous. Je visitais, à Fresnes, derrière les barreaux froids. Élise, pâle, les poignets bandés, me fixa, pourquoi, maman? Pourquoi pas me laisser partir? Parce que, ma chérie, la mort est trop douce. Pour que tu apprennes. Mais en sortant, sous la pluie fine de la banlieue sud, je sentis le poids, ma vengeance l'avait sauvée de la rue, mais tuée en elle. Et moi? Étais-je revenu pour ça? La nuit, des rêves me hantaient, la lame dans mon ventre, le sang sur le parquet. Et Élise, petite, riant dans les jardins du Luxembourg. La trahison n'était pas seulement la sienne, c'était la mienne, d'avoir failli en tant que mère. Pourtant, un nouveau chapitre s'ouvrait. Vito, de sa cellule à la santé, m'envoya un message via un avocat véreux, vous avez gagné, Duval. Mais le jeu continue. J'ai des amis dehors. La menace. La boucle. Paris, éternel, m'attendait pour la suite. L'automne 2023 enveloppait Paris d'un manteau de brume et de feuilles mortes, transformant les avenues haussmanniennes en un labyrinthe de souvenirs amers. Mon appartement du Marais, autrefois un cocon, était maintenant une forteresse, serrure renforcée, caméra de surveillance piratée d'un site douteux, et un spray au poivre dans chaque sac. La menace de Vito n'était pas un bluff, les Corses ne pardonnent pas, et leur ami était légion des fantômes dans les bistrots de Bastille, des ombres sous les ponts de la Seine. Je repris mon poste au lycée Henri IV, mais les couloirs gothiques, imprégnés d'odeurs de craie et de rebelles, me semblaient hostiles. Les élèves chuchotaient, c'est elle, la mère vengeresse. Un article dans le Figaro avait tout révélé, et les parents d'élèves exigeaient ma démission. Madame Duval, votre affaire familiale nuit à l'image de l'établissement, me dit le proviseur, un homme chauve à la cravate club. Je souris, citant Camus, dans l'absurde, on trouve la vérité. Il cligna des yeux, mal à l'aise. Je partis sans regret, touchant une indemnité qui finança ma reconversion, détective privé, sous le nom de Claire Lombre, un clin d'œil à ma renaissance. Mon premier dossier? Pas un adultère banal, mais la traque des restes de l'Empire Santini. Vito avait raison, le jeu continuait. Ces lieutenants, éparpillés après l'arrestation, tentaient de relancer les affaires prêts illégaux dans les cités de Seine-Saint-Denis, blanchiment via des galeries d'art bidon à Montparnasse. J'infiltrais leur monde via un contact inattendu, Sophia, la barmaid du bar rue des Abbesses, qui avait servi mes mensonges à Vito. Sophia, une Sicilienne transplantée à Paris, aux courbes généreuses et aux rires rauques, haïssait les Corses depuis qu'ils avaient tué son frère pour une dette impayée. Nous nous rencontrâmes au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Tu veux les niquer? Compte sur moi, dit-elle, allumant une gauloise malgré l'interdiction. Mais c'est dangereux, Claire. Ces types boivent du sang au petit-déj. Point. Je lui montrai la cicatrice sur mon épaule, souvenir de la balle. J'ai déjà goûté. Ensemble, nous tendîmes l'oreille, un nouveau boss émergeait, un certain Marco, neveu de Vito, opérant depuis un club de striptease à Pigalle, le Nuit Écarlate. La première incursion fut un fiasco contrôlé. Le 15 octobre, Halloween approchant, je me glissai au club en tenue provocante, jupe crayon noir, chemisier décolleté, perruque rousse. La musique techno pulsait, décor luisant sous les néons roses. Marco était au VIP, entouré de filles et de gardes du corps. Je commandai un gin fizz au bar,
effleurant Sophia du regard. Elle hocha la tête, l'enregistreur était lancé. Une nouvelle ici, grogna Marco, s'approchant, son haleine de rakia. Grand, balafré, avec un tatouage de vierge noire sur le cou. Je cherche du boulot. Aidez. Opportunité, murmurai-je, battant des cils. Il ricana, m'entraînant dans un coin sombre. Opportunité? Comme ta gamine avec mon oncle? Mon sang se glaça. Il savait. Élise a causé des emmerdes. Mais toi, la mère, t'es une légende. Vito veut ta peau. La menace directe. Je feignis la peur, laissant une larme couler. Aidez-moi. Je paie pour l'oublier. Il mordit, fixant un rendez-vous pour négocier dans un entrepôt de Bercy. Sophia, dehors, avait tout capté. Mais en sortant, un garde me barra la route, pas si vite, salope. Une bagarre s'ensuivit au coup de genoux dans les couilles, spray au poivre, fuite dans les ruelles puantes de Pigalle. Le cœur battant, je rentrais, adrénaline pure. Étais-je folle? Oui. Mais la folie est le carburant de la revanche. Élise m'écrivait depuis Fresnes, des lettres de plus en plus délirantes. Maman, je vois des ombres. Ils disent que tu viens pour moi. Sauve-moi. Sauve-toi toi-même, pensais-je, mais la culpabilité rongeait. Un week-end, je la visitais. La salle d'entretien, avec ses tables en formica et ses gardiens stoïques, puait le désespoir. Élise était maigre, les yeux creux. Tu as gagné, hein? Marco m'a menacé en rêve. C'est toi qui les envoies. Non, Élise. C'est ton legs. Elle pleura, agrippant la vitre de séparation. Je t'ai aimé, maman. Mais tu m'as étouffé. Le prêt, c'était pour partir loin de toi. La révélation me frappa, sa trahison n'était pas de la malveillance pure, mais une fuite paniquée d'un amour perçu comme une prison. Dans ma vie précédente, j'avais été trop absorbé par mon deuil à la mort de ma mère, l'abandon du père pour voir ses fissures. Trincine m'avait donné une seconde chance, mais pas pour guérir, pour punir. Pourtant, un doute s'insinua, et si la vraie vengeance était le pardon? Non. Pas après le sang. Le rendez-vous avec Marco arriva le 28 octobre, sous un ciel de suie. L'entrepôt de Bercy, vestige des anciens vins, résonnait d'échos vides. J'arrivais seul, mallette factice en main. Marco m'attendait, flanqué de 2 brutes. L'argent, Duval. Ou ta gosse crève en tôle au accident. Je posai la mallette, l'ouvrant, des liasses de faux billets, teints en rouge sang. C'est tout ce que tu mérites. Il rugit, ordonnant l'assaut. Mais Sophia surgit de l'ombre, avec 2 flics en civil son frère, flic à la BRDE, avait mordu à l'hameçon de nos preuves. Fusillade brève, chaos, Marco à terre, menotté, hurlant des malédictions en Corse. Santini renaîtra. De retour au marais, Sophia et moi trinquâmes au pastis. T'es une dure, Claire. Mais ta fille? Je haussai les épaules. Elle paie. Mais la nuit, les cauchemars revinrent, Élise enfant, moi la serrant trop fort. La toile se resserrait, Vito, de sa cellule, orchestrerait-il la suite? Et un appel anonyme, voix déformée, Duval, on sait pour ta renaissance. Les corps sont des yeux partout. Mon secret? Comment? Le twist s'annonçait, ma mort n'avait pas été un accident isolé. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Novembre 2023 apporta les premières gelées, transformant les fontaines de la place Vendôme en miroirs de glace craquelés. Paris, ville des Lumières, se parait de Noël précoce, guirlandes sur les champs, vin chaud au marché. Mais pour moi, c'était la saison des masques qui tombent. L'appel anonyme avait semé le doute, ta renaissance. Qui savait? Pas Élise, pas Vito. Quelqu'un de plus profond, enfoui dans mon passé. Je creusai, aidé de Sophia et de son frère, Lucas, un flic trapu au regard las, marqué par les nuits de garde à Barbès. Ensemble, nous fouillâmes les archives de l'affaire Santini, rapport de police, écoute téléphonique. Et là, un nom surgit comme un fantôme, Éric Lemoine, mon ex-mari. Le lâche qui nous avait quittés en 2001, emportant la moitié de nos économies pour sa nouvelle ville à Lyon. Éric, réapparu récemment comme conseiller ou pour des prêts immobiliers, liés à Vito. Il avait pisté Élise via nos vieux comptes communs, et le prêt? Son idée, soufflée à notre fille lors d'un contact fortuit à la Sorbonne.
La trahison double. Éric n'avait pas seulement abandonné, il avait miné notre vie de l'intérieur, utilisant Élise comme pion pour me ruiner. Dans ma vie précédente, il avait ri en apprenant ma mort un texto à un ami, la sorcière est partie. Justice poétique. Rage. Pure. Je le confrontais le 12 novembre, dans son bureau cossu de la Pardieu à Lyon un TGV rapide, et me voilà, écharpe au vent, sous la pluie fine de la Saône. Éric, grisonnant, bedonnant derrière un bureau en acajou, blêmi en me voyant. Claire? Qu'est-ce que? La fin de ton conte de fées, Éric. Élise, le prêt, Vito au ton œuvre. Il n'y a, suant. Je ne sais rien. Elle m'a contacté, désespérée. Mais ses yeux fuyaient, comme ceux d'Élise. Je sortis l'enregistreur, ses appels à Marco, ses virements. Tu l'as manipulé. Pour me frapper à travers elle. Pourquoi? Il s'effondra, avouant, tu m'as humilié en divorçant. J'ai voulu te voir ramper. Et Élise. Elle était si facile à tourner. Le monstre. Je le laissais aux flics lyonnais avec extradition pour complicité. Mais en rentrant à Paris, un malaise, et si Éric n'était que le symptôme? Le vrai cerveau? Décembre arriva avec des tempêtes, vent hurlant sur la tour Eiffel, Noël forcé au marais. Élise fut libérée sous bracelet pour bonne conduite, un cadeau empoisonné du système judiciaire français. Elle revint à l'appartement, ombre d'elle-même, évitant mon regard. Maman, je. Merci d'avoir payé l'avocat. Payé? Avec mon âme. Nous dînâmes en silence, coque au vin réchauffé, le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours. La nuit, elle fouilla mes affaires, je l'entendis. Et trouva le journal de ma renaissance, des notes codées sur mon retour. Qu'est-ce que c'est? Hurla-t-elle le matin, brandissant les pages. Tu es folle. Trincine? Tu crois être revenu d'entre les morts? Je la fixai, calme. Je le suis. Et toi, tu m'as tué. Le clash fut violent, assiette brisée, cri dans la cour. Tu mérites la prison éternelle, cria-t-elle. Et toi, la mienne, répondis-je. Elle s'enfuit, direction la gare. Mais Vito avait anticipé, ses amis l'attendaient, l'enlevant pour un règlement de compte final. Le sauvetage fut un enfer. Suivant son bracelet via une apaquet, je débarquai dans un hangar de Gennevilliers, sous la lune pâle. Fusil, cris, sang. Je libérai Élise, blessée mais vivante, au prix d'une côte cassée. Vito, libéré sous caution au twist judiciaire français supervisait, Duval. Tu ne finiras jamais. Cauchemar. Mais Lucas et ses renforts arrivèrent, sirène hurlante. Vito reprit, pour de bon. Éric extradé. Et Élise, dans mes bras, murmura, pardon, maman. J'ai compris. Janvier 2024 apporta la neige, rare à Paris, couvrant la ville d'un voile purificateur. Le procès final de Vito se tint au tribunal de grande instance, un cirque médiatique, caméra de BFM, expert en costume, Élise comme témoin clé. Elle témoigna contre lui, voix tremblante, il a utilisé ma faiblesse. Mais ma mère m'a sauvé. Mensonge noble, ou rédemption? Je n'en étais pas sûr. Éric écopa de 10 ans, ruiné. Élise, en thérapie, reprit des études vraies, cette fois, en psycho à Nanterre. Notre relation? Fragile, comme une porcelaine de Limoges fissurée. Des dîners silencieux, des promenades le long de la Seine, où elle murmurait, je t'ai haï, maman. Mais maintenant. Je hochai la tête, le pardon imbaume ma mère. Mais le vrai twist, en vidant le grenier, je trouvai une lettre de ma mère, morte en 2010. Claire, si tu lis ça, c'est que l'histoire se répète. Ne laisse pas la haine te consumer. Aime, même quand ça brûle. Ma propre trahison, j'avais hérité de sa rigidité, passant le flambeau à Élise. La vengeance close, je repris l'écriture un roman, inspiré de tout ça. La Renaissance trahie, publié chez Gallimard. Succès modéré, mais catharsis. Paris renaissait avec le printemps, cerisier en fleurs au but de Chaumont, café bondé. Élise et moi, réconciliés? Pas tout à fait. Mais vivante. Et moi, Claire Duval, née 2 fois, savait, la vraie revanche est de vivre.